Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La bataille contre le Covid-19 continue en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé en première ligne vient de faire le point de la situation. Ce dimanche, on dénombre 46 nouveaux cas, portant à 847 le nombre de personnes contaminées, 260 patients guéris au total. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. À tous les niveaux, on retrousse les manches pour sensibiliser en vue de stopper le virus. L'État ivoirien n'est pas seul dans la bataille. Le Fonds monétaire international va apporter sa contribution. 531 milliards de francs CFA, c'est la somme que le FMI va débloquer pour soutenir l'effort du gouvernement dans la lutte. La fourniture de l'électricité aux ménages reste un besoin fondamental en cette période de crise sanitaire où les populations confinées limitent les déplacements, mais sont-elles satisfaites des services de la compagnie ivoirienne d'électricité? Qu'en est-il des mesures en direction des familles à faible revenu? Réponse dans ce 20h. Comment les personnes du troisième âge obligées de se confiner pour se protéger du virus vivent-elles cette crise sanitaire? Le coronavirus a-t-il réussi à chambouler leur quotidien? Quel est leur nouveau programme en ce temps de confinement? Élément de réponse tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le coronavirus poursuit sa course. La Côte d'Ivoire, engagée dans la bataille, garde l'espoir, misant sur la sensibilisation. Le combat contre le Covid-19 continue dans notre pays. Le ministère de la Santé, en première ligne, vient de faire le point de la situation. Ce dimanche, on dénombre 46 nouveaux cas, portant à 847 le nombre de personnes contaminées et 260 patients guéris au total. Je vous propose la déclaration du directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba, au micro de Cheikh Kone. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation du Covid-19 au 19 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 19 avril 2020, 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 399 échantillons prélevés et 21 guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 847 cas confirmés, 260 personnes guéries et 9 décès. Hier, au décompte final, un établissement sanitaire privé a notifié 2 décès. Il s'agissait d'une dame de 62 ans atteinte d'un cancer et présentant une cardiopathie, et d'un monsieur de 68 ans hypertendu et diabétique. Aujourd'hui, nous notons le décès d'une personne de sexe masculin âgée de 62 ans, hypertendu, diabétique et obèse dans un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers. Afin de protéger nos proches vulnérables, nous devons respecter et faire respecter ces mesures de confinement à leur égard. Nous insistons également auprès de la population sur le respect de toutes les autres mesures barrières mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays et de nous protéger. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels le plus possible et de porter un masque lors de nos sorties. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve
dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et le coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce dimanche 19 avril, on dénombre dans le monde 1 042 484 cas confirmés, 101 393 décès et 305 953 personnes guéries. En Afrique, notamment en Afrique du Sud, 3 158 cas confirmés, 903 personnes guéries et 54 décès. Au Ghana, 834 cas confirmés, 99 personnes guéries, 9 décès. Au Burkina Faso, 576 cas confirmés, 338 personnes guéries et 36 décès. Au Sénégal, 367 cas confirmés, 220 personnes guéries et 3 décès. Il faut respecter les mesures de prévention édictées par le Conseil national de sécurité pour stopper l'évolution de ce virus. L'appel est quotidiennement réitéré au point de presse du gouvernement. Et ce dimanche, des membres du gouvernement, vous allez le voir, ont invité les populations à éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, à renforcer la solidarité. Et à ce propos, le ministre des Sports, Claude Daoupolin, a annoncé des activités pour soutenir les sportifs ivoiriens. Konaté Moussa. Suspension des compétitions sportives, arrêt de tout regroupement à caractère sportif, salles de gym et autres lieux de pratique de sport fermés. Le Covid-19 met un coup d'arrêt au sport collectif. Les acteurs du monde sportif, eux, ne sauraient être en marge des actions du gouvernement. Les impacts de la pandémie du Covid-19 sur la filière économique du sport et le mouvement sportif sont multiformes et très importants. Pour atténuer ces impacts, nous avons procédé dès la semaine passée au paiement par le truchement de la parafiscalité de la subvention aux fédérations sportives pour un montant de 171 500 000 francs. Nous maintiendrons d'ailleurs le paiement des bourses aux athlètes de haut niveau. Et surtout, nous allons réaffecter le budget prévisionnel de 240 millions initialement prévu pour la préparation des athlètes en vue des Jeux olympiques pour soutenir les athlètes et l'encadrement sportif. Et pour être complet sur la question, il faut noter que les PME de la filière du sport, ainsi que le mouvement sportif dans son ensemble, sont éligibles eux aussi, en fonction de leur position sociale et de leur environnement professionnel, au fonds de soutien économique, social et humanitaire mis en œuvre par le gouvernement. Les élus locaux sont mis à contribution dans la stratégie de riposte au coronavirus. Le ministre Claude Poulin-Daou, également président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, se réjouit de l'implication des maires dans leur localité. Les maires ont mobilisé les guides religieux, les chefs de village, les chefs de communauté, les chefs de quartier, les associations de femmes et de jeunes, mobilisé de nombreux volontaires pour faire de la sensibilisation. Il me plaît encore de les encourager à poursuivre ces efforts aussi de solidarité et d'assistance en remettant des dons en vivres et non vivres aux populations rendues vulnérables par le fait de la pandémie du Covid-19. Plus de 800 cas de Covid-19 confirmés en Côte d'Ivoire. Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie avec 93% d'infections. Ces derniers jours, le pays enregistre une augmentation du nombre de personnes guéries. Les autorités sanitaires rappellent toujours au strict respect des mesures de prévention et interpellent sur l'automédication. Nous voulons ici rappeler que l'automédication est dangereuse en tout temps. Elle sera catastrophique si l'on y prend garde dans la situation actuelle. Seuls les professionnels de la santé peuvent vous prescrire un traitement en toute sécurité et de manière appropriée en fonction du tableau clinique que vous présentez et de vos antécédents. Nous rappelons que cette prise en charge est sous la coordination du ministère de la Santé et supervisée par le secteur public selon une procédure bien définie communiquée aux parties prenantes intervenant dans la lutte contre le Covid-19. Le respect des mesures barrières face au Covid-19 engage la responsabilité des populations. Malgré les nombreux messages sur les risques de propagation, il est constaté l'ouverture et la fréquentation de certains bars et maquis. Les arrêtés 125 et 126 du 24 mars dernier à l'endroit des tenanciers de maquis, de bars, des lieux de culte et des lieux recevant du monde pas encore complètement entendus. D'où ces vidéos qui circulent, de bars et maquis qui continuent de recevoir du monde, nonobstant les instructions et les recommandations de l'État. Et donc, des saisies sont en train d'être opérées, parce que l'heure de la prévention a beaucoup circulé. Nous sommes en état d'urgence
Et c'est par procédure d'urgence que les tests s'appliquent. Nous avons commencé à saisir à Ma, à Boaké, à Yopougon, un peu partout sur l'étendue du territoire national, à travers nos forces, tous ceux qui refratèrent aux instructions du gouvernement continuent d'ouvrir impunément leurs bars. À ce jour, 820 personnes ont été interpellées pour violation du couvre-feu. 401 ont bénéficié d'assistance et 290 engins saisis et mis en fourrière. Voilà, le gouvernement est à la tâche. À tous les niveaux, on retrousse les manches pour sensibiliser en vue de stopper ce virus. L'État ivoirien n'est pas du tout seul dans cette bataille. Le Fonds monétaire international va apporter sa contribution, 531 milliards de francs CFA. C'est la somme que le FMI va débloquer pour soutenir l'engagement des Ivoiriens dans la lutte. Adam Akoni. Le Fonds monétaire international, FMI, renouvelle sa confiance à la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de l'institution vient d'approuver 2 décaissements en faveur du pays. Au premier guichet, la Côte d'Ivoire pourra encaisser plus de 295 millions de dollars, soit 177,2 milliards de francs CFA au titre de la facilité rapide de crédit, FRC. Le second guichet auquel la Côte d'Ivoire peut se présenter est celui de l'instrument de financement rapide, IFR. Ce sont 354,4 milliards de francs CFA que le pays pourra mobiliser. Au total, l'enveloppe que le Fonds monétaire international consent à la Côte d'Ivoire s'élève à 886,2 millions de dollars, soit 531 milliards de francs CFA au cours actuel. Montant qui doit servir à faire face aux dépenses urgentes de la pandémie du Covid-19. Les administrateurs du Fonds monétaire international ont été sensibles au plan d'urgence sanitaire d'une part et d'autre part à la riposte économique et sociale présentée par la Côte d'Ivoire. Des plans qui s'appuient sur les conséquences de la pandémie du Covid-19. C'est que la maladie fragilise la balance des paiements et affecte les perspectives économiques. La Côte d'Ivoire, qui attendait une croissance de 7,2% de sa richesse nationale, le PIB, produit intérieur brut, revoit désormais son évaluation à 3,6% au mieux des cas. Aujourd'hui, il est question donc pour le FMI de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien, non seulement pour maintenir l'économie sur des assises résilientes, mais aussi pour encourager les actions sociales appropriées en faveur de la population ivoirienne. Besoins financiers, mais aussi besoins en électricité en cette crise. Et justement, la fourniture de l'électricité aux ménages reste un besoin fondamental en cette période de crise sanitaire où les populations confinées limitent les déplacements. Mais sont-elles satisfaites des services de la compagnie ivoirienne d'électricité? Qu'en est-il des mesures en direction des familles à faible revenu? Élément de réponse avec Noël Niagno. Rester chez soi, ne sortir que pour une extrême nécessité. Voilà le contenu d'une des mesures barrières pour freiner la propagation du virus. Sa particularité, elle prend en compte toute la maisonnée avec un impact socio-économique majeur, l'augmentation de la consommation d'électricité. Pendant le confinement, monsieur à la maison, madame à la maison, les enfants sont à la maison. Donc cela suppose que nous consommons abondamment de l'électricité en cette période, surtout qu'il fait encore très chaud. Quand vous êtes confiné, que vous n'avez pas accès à la télé, que vous n'avez pas de connexion Internet, tout le monde est nerveux dans la maison. Donc vous nous attirez l'attention de la CIE sur l'importance de ce rôle dans cette période pour nous aider à passer ce cap du confinement. Éviter les surtensions préjudiciables à la paix sociale. Voilà la doléance essentielle des consommateurs. Une doléance qui a ses exigences. La fourniture de services de qualité. Quelles sont les réalités en la matière? Abidjan Plateau, le centre de distribution et de surveillance. Toutes les lignes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y en a au total 460 à peu près, qui alimentent toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et vous en avez sur Abidjan 230 lignes moyenne tension. Et donc, quand nous descendons de cette moyenne tension, nous allons en basse tension pour pouvoir alimenter les domiciles et les clients consommateurs usuels. Les industriels sont aussi alimentés en moyenne tension. Donc, s'il y a une défaillance quelque part sur le réseau au niveau national, le centre de supervision en est informé.
Pour ces besoins, des dispositions conséquentes sont prises en interne. Sur Abidjan, nous avons une base à Yopougon, une base à Cocody, une base au niveau de Koumassi, une base à Trècheville et la 5e base qu'on vient de mettre en place récemment, la base d'Abobo. Voilà. Et donc, le réseau étant maillé, on a des collaborateurs qui sont positionnés dans chacune de ces bases. Comme on le voit, la surveillance de la distribution est de mise. Mais qu'en est-il de la gestion des coupures qui peuvent survenir dans la fourniture de l'électricité aux abonnés pour diverses raisons? Marcory, le centre de relations clients. Ici, tout est mis en œuvre pour une écoute en temps réel aux abonnés, où qu'ils soient en Côte d'Ivoire et avec les moyens qui épousent l'air du temps. Des mesures complémentaires ont été mises en place pour pouvoir renforcer non seulement l'aspect protection sanitaire des collaborateurs qui travaillent dans ce centre et pour être beaucoup plus à l'écoute de la population 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons cet outil-là qui nous permet de savoir en temps réel le nombre de clients qui essaient de nous joindre, combien sont en contact avec les clients, le temps moyen d'attente et la durée moyenne. Si le service de relations clients est en phase avec les technologies de l'information et de la communication, le déplacement sur le terrain, lui, est un véritable parcours du combattant. Problème d'adressage qui fait que souvent on a des difficultés pour rencontrer les clients, des facteurs exogènes que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc vous voyez, il y a aussi des cas d'urgence que nous avons, des cas d'incendie, des courts-circuits au poteau que nous mettons en priorité dans nos interventions. Henri Kounan, un abonné du quartier de Trècheville-Arras 2, a payé un lourd tribut à cet état de fait. J'ai appelé il n'y a pas de 8 heures. Ce qu'on appelle l'électricité, c'est comme si tu es dans le noir. La lumière, si tu n'as pas la lumière, c'est pas bon. Parce que là, on a le confinement qui est là, on travaille de la maison. Si on n'a pas l'électricité pour travailler, on fait comment? D'autres abonnés, par contre, saluent la promptitude et le professionnalisme. C'est Marguerite qui faisait les étincelles. C'est pour ça que j'ai appelé la CIE. Ça a été fait, c'est bien fait et rapide. Autre satisfaction des consommateurs, la prise en charge par l'État de la consommation des familles à faible revenu. Ce qui est promis a été fait et en un temps raisonnable. Rappelons que pour cette tranche, l'État a déboursé environ 10 milliards de francs CFA. L'électricité ne fera donc pas défaut en cette période de crise. Justement, la justice apportera la lumière à cette affaire qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Que s'est-il réellement passé au domicile de ce jeune couple habitant au quartier désert à Mami-Ayoua dans la commune de Yopougon dans la nuit de jeudi à vendredi? Une jeune dame tombe du 3e étage de leur immeuble pour échapper à la furie de son conjoint. Ce dernier est accusé de l'avoir battue toute la nuit. Les témoignages de Bintou Bekele et Clément Boko. Cette vidéo amateur montrant une femme qui tombe du 3e étage d'un immeuble fait le tour des réseaux sociaux. La scène s'est déroulée la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 avril aux environs de 3 heures du matin. Samedi matin, nous sommes sur les lieux. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour réparer le store du 1er étage cassé par la chute de la jeune dame. C'est dans la niche à compteur d'eau qu'elle a terminé sa course avant d'être transportée aux urgences par les sapeurs-pompiers. Dans l'immeuble habite le propriétaire. Il nous donne sa version des faits. Monsieur Dro Tutian est arrivé chez moi à peine 3 mois de cela. Depuis 3 mois, personnellement, je n'ai rien remarqué d'anormal entre sa femme et lui, jusqu'à ce que le jeudi nuit, l'incident se produise. Et on a un vigile dehors qui, lui, est venu pour relever la femme. Et c'est là que j'ai vu le monsieur Dro, descendait et marchait lentement comme s'il n'y a rien n'était. Et il est parti vers sa femme. Il a même soulevé sa femme. Les gens criaient, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il ne veut rien entendre. Je criais aussi et il ne veut rien entendre. Donc, j'étais obligé
d'aller vers lui, serrer les corps, lui donner des craques avant qu'il ne laisse sa femme sur le sol. Le premier réflexe, c'était d'appeler sapeurs-pompiers. Fidèle Elia, fils du propriétaire, est voisin immédiat du couple concerné, le couple Dro. Fidèle retrace les faits selon ce qu'il a vu. Je suis allé toquer à sa porte. Il a refusé de m'ouvrir, il a plutôt ouvert la fenêtre pour me parler. Je lui ai dit d'arrêter de la battre parce qu'il se faisait tard, on avait besoin de se reposer. Voilà. Il a dit ok, qu'il avait compris. Voilà. Donc c'est là, je suis venu m'asseoir là. La femme a pu s'échapper. Elle est allée sur la première dalle. Voilà. Donc en la poursuivant, quand elle s'est échappée, elle n'a pas fait de bruit, donc je n'ai pas su. C'est lui, en la poursuivant, il a fait un bruit. Donc je me suis retenu, du coup, il a freiné, comme si c'était du jeu. Il a dit, oh chérie, tu es où et tout et tout. Donc pour moi, c'était quelque chose de banal, ça allait se régler. Voilà, c'est après cette scène que je suis descendu. Je suis allé causer avec le vigile, puisque je n'avais plus sommeil. Au bout d'un temps, on regarde en haut, on voit la jeune dame est suspendue. Elle était vraiment faible, elle n'avait aucune force. Donc c'est un peu ça. Il a battu la femme pendant plus d'1h30. Plus d'1h30 avant qu'elle prenne cette résolution de se lancer. En face de l'immeuble, nous rencontrons la femme qui commente la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ainsi que d'autres personnes de la scène. Elle s'est faufilée derrière les voitures, elle était en slip, avec quelque chose en main. Pour moi, c'était un morceau d'épagne. Donc elle est sortie, et puis ça c'est une église en construction. Donc elle est rentrée là. Dès qu'elle est rentrée, elle est arrivée à ce niveau. Lui, il est sorti, le jeune homme là. Il a retrouvé. Je les revois qui ressortent ici. C'est là, quand il partait arriver à ce niveau, j'ai crié. Je lui ai dit, tu l'as retrouvé, c'est pas pour aller la battre. Faut pas tuer enfant de quelqu'un. Quand elle allait voir, c'est comme il lui a demandé pardon pour la ramener à la maison. Dès qu'ils sont arrivés, ça même pas, je peux dire le temps de fermer la porte, elle a commencé à crier à nouveau. Il continuait toujours de la battre. Et à un moment donné, elle a fui, elle est venue au balcon. Elle est descendue, puis elle a mis ses mains sur le fer ici. Donc tout son corps était dehors. C'est là, lui, il est sorti et il a attrapé ses mains. Quand elle est tombée, moi aussitôt, je suis descendu de l'immeuble. Puisque c'est en face que l'événement, la chose s'est passée. Je suis descendu automatiquement et on est venu pour pouvoir la secourir. Et quand on est arrivé, le jeune en question qui l'a battu, il est descendu aussi à la suite. Il a appelé, il a pris son téléphone, il a appelé. Son ami qui l'a appelé, il était ivre. Nous, on a vu qu'il était saoulé. Donc, on n'a pas considéré sa parole et puis on s'est tué. Selon nos informations, le conjoint est interpellé par le commissariat du 38e arrondissement qui est intervenu le jour de l'incident. Sur les lieux, il est interdit de filmer. Au comptoir, l'ami de Tidiane Dro, le conjoint. Il nous donne une version toute différente de ce que nous avons entendu jusqu'à cet instant. C'est une affaire de jalousie. Elle se plaint de ce que son mari ne la satisfait pas. C'est ainsi, elle est allée, comment dirais-je, elle est sortie, bon, l'endroit je ne sais pas. Mais quand elle est rentrée, elle est venue ivre. Voilà, elle est venue ivre. C'est comme ça qu'elle a trouvé sa femme et puis suite à cela, elle s'est chamaillée, qu'elle ne se sent pas, elle se sent lésée, son mari la trompe. C'est comme ça, bon, elle a décidé vraiment de laisser donner la mort. La jeune dame a-t-elle tenté de se suicider ou fuyait-elle les coups de poing de son compagnon? Impossible de trancher pour l'heure, car la victime est internée dans une clinique et son compagnon aux mains de la police. Seule l'enquête ouverte permettra d'élucider les circonstances de ce qui aurait pu être un drame évité de justesse. Et la justice apportera la lumière à cette affaire qui défraie encore la chronique sur les réseaux sociaux. Il faut protéger les personnes fragiles en cette période de crise sanitaire et les personnes du troisième âge en font partie. Leur confinement a été rendu obligatoire pour les protéger du Covid-19. Mais comment ces personnes du troisième âge vivent-elles cette situation? Le coronavirus a-t-il réussi à chambouler leur quotidien? Quel est leur nouveau programme en ce temps de confinement? Élément de réponse avec Didier Nguessan.
Ils sont à la retraite pour la plupart et sont considérés comme les personnes les plus vulnérables pendant cette crise sanitaire. Les personnes du troisième âge sont priées de rester confinées chez elles. Jeanne d'Arc a servi la Côte d'Ivoire dans le secteur de la formation professionnelle. À la retraite depuis 12 ans et crise sanitaire oblige, elle passe sa journée entre les murs de sa maison, confinée mais pas inactive. La cuisine lui permet de passer le temps. Avec l'âge et des antécédents médicaux, Jeanne d'Arc suit son traitement et ne veut prendre aucun risque face au coronavirus. Ces situations, nous ne sommes pas habitués. C'est une première dans notre vie. On essaie de s'adapter, de suivre les consignes du gouvernement et du ministre de la Santé. Pour ses courses, elle se fait livrer. Moi, j'ai quelqu'un dans le marché. Quand j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle. Il fait mes courses, il vient me déposer. Comme elle, Issa Diakité est à la retraite après avoir servi à plusieurs postes dans l'administration publique. Entouré des siens, lui et son épouse d'une santé fragile vivent bien le confinement. Nous-mêmes, en tant que personnes âgées, on n'a pas besoin de nous dire de nous confiner. Nous devons le faire obligatoirement. Avant les récentes mesures de confinement des personnes fragiles, Issa Diakité a appelé les mutualistes à observer les mesures barrières au Covid-19. Notre intérêt, c'est de respecter rigoureusement les décisions de l'État, l'État protecteur que nous encourageons et que nous soutenons. Conscientes de leur fragilité, les personnes du troisième âge se confinent et optent pour la prévention sanitaire. Tout à l'heure à 13h au magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu un médecin psychiatre. Leur entretien a porté sur le confinement, la quarantaine, l'isolement. Dr Brunguesson a défini les thèmes avant d'en donner les effets négatifs et les effets positifs. Je vous propose un extrait de leur entretien. Donc les effets négatifs, c'est sur tous les plans. Au plan spirituel, au plan économique, c'est désastreux, les gens qui perdent leur emploi. Au plan social, il y a la violence. Au plan éducatif, les enfants ne vont plus à l'école, c'est des conséquences. Mais tout cela va avoir des répercussions au niveau psychologique, au niveau de notre santé mentale, c'est-à-dire au niveau de notre bien-être. Quand ça ne va pas spirituellement, quand ça ne va pas économiquement, quand ça ne va pas socialement, il y a souffrance, il y a détresse. Et en ce moment-là, nous allons être stressés, nous pouvons déprimer, nous pouvons avoir des problèmes d'insomnie. Et donc, en un mot, toutes ces conséquences vont entraîner chez les populations la souffrance. Le confinement modifie nos habitudes de vie. Je ne suis pas habitué à rester avec mes enfants. Je ne suis pas habitué à rester avec mon partenaire ou ma partenaire. Nous n'avons pas habituellement des relations de qualité. Le confinement m'oblige et ça devient difficile à gérer parce que je n'en ai pas l'habitude. Vous savez, si vous n'avez pas appris à parler avec votre enfant ou votre femme, quand on vous met en contact, ça devient difficile. Donc c'est ce changement-là. Or, tout changement est difficile. Le premier effet positif, c'est ce que nous allons avoir en respectant le confinement, c'est la fin de la pandémie. Ensuite, maintenant on a le temps d'être en famille, même si parfois, quelquefois, ça crée des conflits. Il y en a qui aiment rester en famille, qui malheureusement à cause du boulot n'ont pas le temps. Maintenant, ils ont un peu plus de temps pour eux-mêmes, ils ont un peu plus de temps avec les enfants. On peut créer de nouvelles activités pour lire, on peut prier. Avant la fin de cette pandémie, il faut respecter les mesures barrières pour nous protéger les autres de ce virus mortel. On est tous invités à faire passer le message pour barrer la route au Covid-19 et c'est à cet exercice que le ministre des Ressources animales et halieutiques s'adonne sur le terrain. Le ministre Moussa Dosso sillonne quelques quartiers d'Abidjan. À Vredi 3 et Zimbabwe, il a échangé avec les acteurs du secteur de la pêche sur l'intérêt du respect des gestes barrières. Grâce Kando. Les sites de fumage du poisson sont Vridi 3 et Zimbabwe, un quartier précaire situé dans la commune de Port-Boué. C'est dans cet endroit qui se caractérise par l'abondance de fumée et l'odeur de poisson que le ministre Moussa Dosso a rencontré les pêcheurs et les vendeuses de poissons. Chacun de vous, chacune de vous ne doit pas oublier les gestes simples qui consistent simplement après chaque action, se laver les mains au savon. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué,
mais ça peut vous épargner beaucoup d'ennuis de santé et vous épargner même de la mort. Des conditions de travail assez éprouvantes pour ces dames pour lesquelles le ministre a promis des fours modernes et améliorés. La seule commune de Port-Bouët compte plus de 3000 pêcheurs, 120 marailleuses et plus de 100 transformatrices qui exercent en général au quartier Zimbabwe. Au niveau du nombre des pêcheurs dans les pirogues, nous avons diminué de moitié. En plein temps, une pirogue qui peut prendre 22 pêcheurs, aujourd'hui on prend 10 pêcheurs pour pouvoir respecter les mesures barrières. Cette visite de travail qui se situe dans le cadre de sensibilisation des acteurs des secteurs de la pêche contre le Covid-19 a permis au ministre Dosso Moussa et au maire de la commune de Port-Bouët d'exhorter au respect des mesures barrières. Des dons en vivres et non-vivres ont été offerts au conseil municipal pour les populations de Port-Bouët avec un fonds de soutien aux acteurs du secteur de la pêche. Reportage réalisé pour vous par Patricia Omou-Etia. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, est aussi sur le terrain pour sensibiliser. Il était dans les régions du Bélier, de la Maraoué, également dans le district autonome de Yamoussoukro. Le président de l'association des cadres du Centre pour le développement a apporté l'assistance de son organisation et sensibilisé les populations sur les mesures barrières. En 3 jours, 9 localités ont été visitées, comme nous le rapporte Léon Brou. Njebo, Bomizambo ou Kofikwasikro, village de tisserand sur l'axe Yamoussoukro-Boaké. Presque personne dans les ateliers de tissage comme dans les restaurants et maquis de Toumoudi. Une cessation d'activité à cause de la pandémie à coronavirus Covid-19. Ça ne marche pas. Les trucs même sont chers d'abord. On ne gagne pas. Mais on se débrouille quand même pour que les enfants vont avoir 5 francs payer manger pour donner à les enfants. Nous, c'est chose tissage qu'on fait. On n'a pas acheté à cause de la maladie qui nous frappe là. Interpellé par cette vulnérabilité, le ministre Amédée Kwaku conduit l'association des cadres du Centre pour le développement, en abrégé ACCD, dans les régions du Bélier et de la Maraoué, puis dans le district autonome de Yamoussoukro. Au total, 9 localités visitées, dont Toumoudi, Bomizambo, Tunjebo, Mbekro, Bakwabo, Ndenukro, puis 50 tonnes de riz et 1000 kits de lavage des mains distribués. Le président Amédée Kwaku a lancé donc l'appel et nous avons, n'est-ce pas, levé une cotisation qui nous permet donc d'envoyer des vivres et non-vivres à nos parents. Le président de la République, le Premier ministre ont été amenés à prendre des mesures, aussi bien pour respecter la distanciation sociale, des mesures comme la fermeture des bars, des machis, le couvre-feu. Et tout ça, beaucoup de nos populations ne le comprenaient pas très bien. Il était bon que nous puissions donc approcher nos parents pour leur expliquer d'abord et pour essayer de les aider, un tant soit peu, pour atténuer les effets néfastes donc des mesures qui ont été prises. Son exhortation à intégrer ces actes barrières, Amédée Kwaku l'a basé avec pédagogie sur les tableaux nationaux et mondiaux de la pandémie, de quoi convaincre sur l'existence réelle et la dangerosité du Covid-19. Nos parents ne croient pas souvent à ces choses-là. Cependant, nous allons faire tout pour que nos parents, que tout le monde applique les consignes qu'on nous a données. Vraiment, je lui dis merci. Merci pour avoir pensé au peuple à Yao. À l'étape de Kossou, le maire de Yamoussoukro a rejoint la caravane de l'ACCD du ministre Amédée Kwaku, comme pour dire qu'à la menace commune du Covid-19, la riposte efficace réside dans l'unité des cadres du centre, sans distinction d'appartenance politique. Les femmes de la Bagoué et de la commune d'Abobo sont aussi sensibilisées sur les mesures de prévention pour stopper le coronavirus. Salimata Dambélé Diarra, chef de cabinet au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui conduisait une délégation au nom du ministre Bruno Koné-Nabagné, a fait don de vivre et non-vivre aux populations. Chef Koné pour le reportage. Quartier Sagbé, derrière Aïe, dans la commune d'Abobo. Un autre moment d'expression de la solidarité en cette période de crise sanitaire. Les bénéficiaires, les femmes sénoufos ressortissants de la Bagoué, réunis au sein de l'association Womidjo. La sensibilisation aux bonnes pratiques comme le lavage des mains, le port du masque et le respect de la distanciation était le principal message livré par la représentante du ministre Bruno Koné. Ce n'est pas les dons que nous donnons qui sont les plus importants, mais c'est les messages que nous véhiculons
C'est les appels que nous lançons vis-à-vis de nos parents qui sont qui est le plus important. Et à travers elles, puisqu'elles sont dans une communauté, dans un quartier, à travers elles, tous les habitants des quartiers dans lesquels elles se retrouvent, nous sensibilisons. Je pense que de plus en plus, on commence à se faire comprendre. Après les séances de sensibilisation et d'information, des dons en vivres et non-vivres composés de sacs de riz, de cartons de javel et de savon, ainsi que des seaux de lavage des mains, ont été remis au nom du ministre Bruno Koné aux femmes du Womidjo. Je remercie le ministre et sa délégation qui nous ont fait don de tous ces vivres et non-vivres. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter mes sœurs et parents à respecter le lavage des mains et les autres mesures barrières de sorte à ce que cette maladie ne puisse emporter quelqu'un dans notre milieu ici à Abobo. Plusieurs autres dons ont été distribués spontanément aux populations démunies. La chaîne de solidarité qui se renforce en cette période de crise sanitaire, justement, afin d'aider les populations de l'Agnébitiassa à faire face à cette pandémie, le Conseil régional vient de faire un don d'une valeur de 56 millions de francs CFA. Il est composé de kits sanitaires, alimentaires et d'équipements médicaux. Le reportage est signé Mama Traoré. Prévenir en appliquant les mesures barrières, selon les experts, c'est pour l'heure le seul remède efficace face au Covid-19. Dans l'Agnébitiassa, ce remède ne fera pas défaut aux populations avec cet important don que vient de faire le conseil régional dirigé par Pierre Demba. Pour faciliter l'application des gestes barrières, le conseil régional offre 46 000 masques, 6 000 gants, autant en gel hydroalcoolique. Ajoutez à cela des lits médicalisés et des kits alimentaires pour un coût global de 56 millions de francs CFA. Chaque citoyen de la Côte d'Ivoire et habitant d'Agnébitiassa doit s'impliquer à son niveau, d'abord en se protégeant, mais en protégeant ses voisins et faire en sorte que cette pandémie puisse passer. Je vous exhorte à nouveau, chacune et chacun de vous, à mettre en application les mesures de prévention et à adopter les gestes simples qui aideront à réduire la propagation du coronavirus dans notre pays. Dans cette stratégie d'anticipation, le président du conseil régional a visité le site d'une usine désinfectée devant abriter un centre d'accueil de premier secours pour les cas confirmés positifs au Covid-19. Pour éviter que cela n'arrive, Pierre Demba est allé sensibiliser les populations via les antennes de la radio locale sur le respect des mesures barrières. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Gabriel Zani. Ce lundi, Emmanuel Macron, le président français, a confirmé la prolongation de la période de confinement jusqu'au 11 mai. Il a également donné les détails sur le planning de réouverture de certains établissements dont les écoles. Les universités n'ouvriront pas avant juillet prochain. Les festivals ne pourront pas non plus se tenir avant juillet. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il suspendait la participation financière des États-Unis à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il a accusé l'OMS de ne pas avoir pris de décision correcte à temps concernant le Covid-19. Il a dénoncé également le rapprochement entre l'organisation et la Chine. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse que les États-Unis menaient un examen très approfondi sur l'origine de la diffusion du Covid-19. Donald Trump répondait ainsi à un journaliste de Fox News qui l'a interrogé sur la possibilité que le virus soit issu d'un laboratoire de Wuhan, la ville chinoise où le coronavirus est apparu. Cependant, Poutine a salué les actions cohérentes et efficaces de Pékin. Ce jeudi, les autorités burkinabées, notamment le chef de l'État et les membres du gouvernement, ont décidé de céder entre 1 à 6 mois de leur salaire pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. Le Burkina Faso a adopté un plan de riposte au Covid-19 estimé à près de 400 milliards de francs CFA. En République démocratique du Congo, dans la nuit de jeudi à vendredi, 24 personnes sont mortes à Ivura, dans le sud Kivu, dans les inondations suite à de fortes pluies. Le gouvernement du Congo a dépêché une délégation dans la localité. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés et près de 78 000 personnes sont sinistrées.
Aux États-Unis, des centaines de personnes ont manifesté contre le confinement du New Hampshire à la Californie, en passant par le Texas ou l'Ohio. Des manifestants ont réclamé samedi la fin du confinement face au coronavirus, encouragés par le président américain qui a estimé que certains gouverneurs étaient trop rigoureux dans les restrictions. Les Maliens ont voté ce dimanche pour élire leurs députés. Un deuxième tour de scrutin législatif maintenu malgré les violences djihadistes, le nouveau coronavirus et l'enlèvement de Soumaïla Cissé, principal opposant au régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les premiers résultats provisoires sont attendus en début de semaine prochaine. Le premier tour s'était tenu le 29 mars. Ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Polo Kubali. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières pour barrer la route au Covid-19. Bonne santé à toutes et à tous.